Et bonjour à tous, donc ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Les dernières vidéos que je faisais, on était en train de dump un petit peu. Et depuis, on a fait quand même un gros range. J'avais partagé sur Twitter un article assez sympa en vrai qui avait un super timing franchement. Je crois que je l'ai partagé vers cette zone-là en disant en partageant une stratégie de comment profiter du rebond. Donc voilà, il y a eu un rebond assez sympa derrière, donc vraiment cool. Et le truc c'est que depuis, on a fait quand même un gros range. Il s'est pas passé grand chose. Alors sur X en vrai, c'est plus simple pour moi de partager. Et surtout que j'ai commencé un petit challenge là-bas, un petit wallet qui va de 500 à 3000 $. Et actuellement, je dois être vers les 1700 à peu près. Donc au bout d'un peu plus d'un mois, franchement, performance vraiment sympa. Et donc que avec de la LP. Donc voilà, si vous voulez voir comment ça se passe, c'est sur X. Voilà, mais du coup, j'ai envie de me remettre un peu à YouTube. J'ai du temps qui se libère et en plus, je pense que là, on est à un point intéressant. Ça peut être le moment de faire un petit point de marché. Alors, moi, je vois pas l'avenir. C'est pas mon objectif. Je vais pas essayer de coller un bottom. En fait, je m'en fiche. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir plusieurs scénarios et en fait, là, on va voir tous les scénarios que j'ai en tête et surtout comment est-ce que j'implémente une stratégie qui va me faire profiter dans tous ces scénarios possibles. Voilà, parce que moi j'aimerais bien pouvoir timer les bottoms, les tops et pouvoir faire du trading et tout. Ça c'est trop génial comme truc, mais en vrai, moi perso en tout cas, je sais pas s'il y a des gens qui arrivent, moi perso j'ai essayé, j'ai vraiment donné, j'ai pas réussi. Donc voilà, j'ai dû me tourner vers autre chose, je me suis tourné vers le liquidity providing. Et là, pour moi, en tout cas, j'y arrive beaucoup plus. Parce qu'on va voir à la fin, je vais partager quelle stratégie pourra me faire profiter de n'importe quelle, j'ai envie de dire n'importe quelle direction de marché qui monte ou qui baisse, même qui descende beaucoup. Même s'il descend à 30 000 $, vous allez voir une stratégie qui permet de profiter même de ce scénario-là, donc ce scénario catastrophe. Voilà, je dis pas qu'il va arriver, j'en sais rien du tout. Et en soi, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, en fait, là je suis un peu dans un mood où je prépare mes stratégies, je prépare mes scénarios. Et je me dis, là ça fait un moment qu'on a range et les ranges on reste pas indéfiniment dedans. Donc qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'organise si jamais on sort? Voilà. Et donc je suis en train de faire tous mes scénarios. Là j'ai à peu près fini. Mais donc j'ai tous les scénarios dans mes notes. Je vais vous les montrer après. Mais j'ai envie de repartir de zéro et de voir un peu c'était quoi mon cheminement. Comme ça, vous pourrez vous aussi appliquer ce cheminement dans le futur. En fait, vous pourrez un peu emprunter mon cerveau l'espace d'un moment et peut-être vous servir de ce qu'on va discuter aujourd'hui pour soit combler quelques gaps dans vos stratégies, dans vos scénarios, ou peut-être reprendre cette réflexion et l'appliquer voilà, quand on a fait un dip, quand on a pump, est-ce que voilà, si un jour on a remonté et on est en bear market, vous pourrez reprendre un peu ma réflexion. Enfin bref, discuter un peu de tout ça et de comment est-ce que moi en tout cas je fais de l'argent en liquidity providing. Donc le premier scénario que j'ai, c'est voilà, si on touche, moi ce serait, je me dis, premier scénario possible, on touche les 58 000 $. Alors, pourquoi est-ce que je me dis ça, en fait? Je me dis, dès qu'on a fait, enfin, en bear market, dès qu'il y a eu un bear market, on a tout le temps eu des divergences, ici, au niveau du RSI, entre le RSI et les prix. Là, on n'en a pas encore eu, mais vraiment, donc là, correction de 2022, bim, grosse divergence sur le RSI. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, le RSI, ça va mesurer un peu la force des acheteurs versus la force des vendeurs. Et donc du coup, ça permet d'avoir la force relative du marché à un point donné. Donc grosso modo, en fait, comment ça marche? Ça va prendre les bougies japonaises et ça va calculer en fonction du prix d'entrée, enfin du prix d'ouverture et du prix de fermeture de la bougie. Plus ça ferme, disons ça ferme loin, et plus la force est grande. Après, si ça ferme loin et que ça fait une performance négative, et la force des acheteurs est bien supérieure à la force non, la force des vendeurs est bien supérieure à la force des acheteurs si on descend, et inversement si on monte et que plus quand le cycle ferme haut par rapport à l'ouverture, et plus la force des acheteurs sera grande. Donc en fait ce qui est intéressant dans les moments comme ça, c'est que
les prix font un plus bas, mais les acheteurs, eux, bah, ils ont moins de force qu'au mouvement précédent. C'est un peu une perte de force des acheteurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant les divergences comme ça, surtout en grosse time frame. Et on en a eu donc à chaque bear market. À chaque fin de bear market, ça a fini avec une divergence. Ici, donc voilà, tu as les prix qui ont fait un plus bas ici, et ils ont fait un nouveau plus bas qui était plus bas que le précédent. Et sur le RSI, on voit qu'ici, il y a un plus bas, et quand les prix font un nouveau plus bas, le RSI, non. Pareil en 2018. Et bah ici, pareil, on a un dump qui est énormissime ici, et le RSI fait un plus bas ici, quand les prix sont à 3700. Et quand ils descendent à 3100 et quelques, bah le RSI, lui, il descend pas plus bas que le précédent. Voilà, sur notre bear market actuel, on n'a pas eu ça actuellement. Donc je me dis, bah ça pourrait arriver. Donc c'est pour ça que ça va être mon scénario principal. Vous allez voir, il y a un scénario qui est bullish, mais mes scénarios principaux, parce que j'en ai plusieurs, c'est quand même des scénarios plutôt baissiers. Mais donc je me dis, bah il y a quand même des chances qu'on fasse cette divergence ici. Donc je me dis, premier scénario, si on veut faire une divergence, bah ce serait, on n'a pas encore touché ce support-là des 58 000, donc un peu la zone des 60 000. Bah je me dis, premier scénario possible, mince, ce serait d'aller un peu jouer avec cette zone. Surtout que bah, on casse un peu le bas du range, hop, bah, on connaît les traders, ils vont se mettre à vendre ici, ils vont dire cassure de support, ils vont se mettre à vendre, sauf que derrière, hop, on remonte. Ça serait mon premier scénario possible. Et du coup, en vrai, c'est un scénario qui est pas tant riche que ça en fait. On va juste aux 60 000, ça ferait une correction totale pour le bear market de 55%. Franchement, vraiment, vraiment tranquille. Donc c'est un scénario qui est en soi pas tant riche que ça. Et voilà, bon, on sait que le BTC il est un peu corrélé à la TradFi. La TradFi, je vais pas faire l'analyse macro, mais voilà, il y a peut-être encore un scénario, enfin encore une vague de baisse. Moi je sais pas du tout, mais je me dis c'est possible, c'est pas impossible. Voilà. En plus là on suit un pattern qui est un peu similaire à là. On commence à descendre, on casse bien, on reva vers cette moyenne mobile 200. Voilà, on sait que les institutionnels ils sont un peu friands de ce genre de trade de retour à la moyenne. Voilà, c'est un truc qu'ils aiment bien. Quand les prix font un peu de volatilité à la hausse ou à la baisse, bim, quand ça a trop baissé, bam, on rachète pour arriver à la moyenne. Une fois qu'on est à la moyenne, on réfléchit un peu aux perspectives. Bah là, on est à ce moment-là. Et est-ce que ça va aller plus bas ou pas? Bah, je sais pas que ça va arriver, hein, mais en tout cas, j'ai juste que c'est possible. Et que moi, perso, je le prends en compte. Je me dis, si ça arrive, bah, je veux être préparé. Donc, pas impossible. Voilà, t'as des gens qui collent un bottom dans cette zone-là. Peut-être, peut-être pas. Moi, en fait, j'ai un deuxième scénario qui est un peu... Ouais, qui prend un peu plus de place dans ma tête. Et c'est tout simplement de me dire, bah en fait, quand on analyse un petit peu les bear markets précédents, et bah en fait, ça ressemble beaucoup à ce dump qu'on a ici, là. Ça ressemble énormément. Et en vrai, donc, en fait, ça commence déjà... Mince. Ça commence un peu tôt, en fait. Ça commence déjà à partir de ce bottom-là. Bah, et ça ressemble beaucoup à ce bottom-là, en fait. Déjà. On a un peu ces tentatives de baisse, de cassure à la baisse. Bah, ça marche pas trop. Et après, on a une forte poussée vers le haut. Nouvel ATH très léger. Et ensuite, là, on essaye un petit peu. On a un peu un range. On essaye de continuer à casser. Ça y arrive pas. Bim. Cassure. Et là, on a même un peu les mêmes retours à la moyenne où hop, on casse ici, on passe en dessous de la moyenne mobile 50, on passe un petit peu de temps en dessous, bam bam, et ensuite gros dump, hop. On a vraiment même les mêmes petites zones ici, les zones intermédiaires. En fait, moi je trouve là où ça se ressemble vraiment, c'est qu'on a un peu ce range ici, cette pause dans la correction. Ici, ça ressemble quand même beaucoup. Donc qui ressemblerait à ici. Et après, pareil, hop, un petit excès aussi ici. On repart à la baisse, on grind vite fait en dessous de la moyenne mobile 50. Ensuite, bam, gros dump, ici, gros dump. Ensuite,
Latéralisation ici, retour vers la moyenne mobile 50, pareil à peu près ici, et une fois qu'on a un peu oscillé ici, bim, redump ici. Et donc là je me dis, pas impossible qu'on fasse un truc pareil en fait, on a quasiment les mêmes étapes, c'est fou, on sait que le Bitcoin est cyclique, donc est-ce que ça va, pour l'instant ça se ressemble quand même énormément, ça fait un moment que j'en parle, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans la newsletter, sur la newsletter j'en ai parlé peut-être un peu plus en détail, mais vraiment ça ressemble beaucoup et moi c'est un peu un scénario qui me prend pas mal de place. Je me dis il y a pas mal de chances. Donc si on faisait ça en fait, si on faisait ça pour moi, et on irait déjà et si tu vois on oscille un peu autour du support ici et du coup on retournerait vers, pour moi on casserait donc du coup les supports ici, on irait au prochain gros support, donc au moins vers les 50 000. 50 000 pour moi c'est un gros support psychologique. Voilà, c'est la moitié des 100 000. C'est aussi un gros support graphique ici. Donc franchement, pas mal de gens je pense, qui attendent. Il y a aussi pas mal de gens qui attendent cette zone des 50 000. Donc est-ce qu'on va aller dans cette zone des 50 000 ou pas alors, on peut peut-être s'en approcher vers 48 000. C'est intéressant aussi parce que ça fait une cassure des 50 000. Et typiquement, quand on casse un gros niveau comme ça, on passe... voilà, on peut aller à 49 900, c'est pas très grave, mais quand on arrive à 49 000, là dans la tête des gens, c'est comme si on avait cassé un gros niveau, et t'as des gens qui vont penser qu'on a cassé des fins. Un peu sur du plus long terme, cette zone des 50 000, et qui vont peut-être être motivés à vendre en se disant, bon vas-y là on va aller à 30 000 et tout, alors que ça se trouve 2 jours plus tard, bim, on a réintégré les 50 000 et ça fait un petit piège baissier. Et plein de gens se sont fait avoir. Voilà, ça arrive quasiment tout le temps. Et c'est là que c'est super intéressant. C'est pour ça que j'aime bien ce support un peu des 48 000. Mais ça se trouve, on va s'arrêter à 52 000, 53 000. Voilà, on sait pas trop. Mais du coup, je me dirais un retour vers cette zone des 50 000. Donc moi, ça me dérange pas trop qu'on aille à 53 000 ou 51 000, 50 000, 48 000. Parce que quand je mets mes positions de LP, en fait, je vais fournir de la liquidité dans des ranges. Voilà, donc tant qu'on va dans cette zone-là, en fait, moi, je vais gagner des frais. Et c'est pas très important si on s'arrête pas pile à ma target. Ça, l'avantage par rapport à ceux qui tradent, c'est que on peut, tant que le prix évolue dans notre zone, en fait, on est tranquille, on est ok. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas un peu... ça me dérange pas qu'on aille à 53 000, je m'en fiche. Donc en fait, deuxième scénario que je vois, c'est que me dire ici, hop, voilà, on pourrait très bien faire ce scénario comme ça. Même chose en fait, dans la même idée que on viendrait toujours faire cette divergence ici. Donc la même divergence à peu près que ici, elle serait peut-être un peu plus profonde, mais on aurait toujours ici, ça va être dur d'aller plus bas à ce niveau-là, il faudrait vraiment un gros Black Swan. Mais voilà, l'idée c'est quand même de jouer cette divergence ici et de jouer en fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce scénario ici, à ce schéma ici. Donc ça représente ce deuxième scénario ici. Voilà, hop. Après, bon, on scinde un petit peu pour rester concentré. Et donc ici, voilà, la thèse de base, c'est on refait le même dump que mai 2022, mais en fait, quand on analyse un peu les profondeurs des corrections pendant les bear markets, donc je vais prendre une charte un peu plus long terme, mais voilà, ça fait un truc, donc en 2021-2022, on a fait moins 77% de correction, on va se mettre en log. En 2017-2018, pardon, moins 83%. C'était quoi 2013 ici, on a fait moins 86%. Et en fait, voilà, à chaque fois, on fait des corrections de plus de 70%. Et là, on est actuellement seulement à moins 50%. Ou même pas, moins 4. Alors, on a fait en tout, je crois qu'on a dû faire moins 50, moins 52. Voilà, donc on est quand même loin des corrections précédentes. Peut-être qu'il y a des explications, peut-être qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas, moi, ça me paraît pas fou de dire qu'on a plus de potentiel de baisse encore à venir. Voilà, à long terme, ça commence à être des points intéressants. Ça, je pense, c'est intéressant aussi de le dire, mais
Vraiment, quand on analyse aussi les points bas sur le RSI, et ben en fait, à chaque fois, le RSI il a fait un point bas autour de la zone des 40. Moi, j'appelle ça la zone neutre. En fait, la zone neutre sur BTC, elle est autour de 40. Et donc là, on voit qu'on est autour de 40, donc sur une bonne zone de bottom. On est proche de la moyenne mobile 200 aussi, qui a quand même très souvent joué un rôle de support, sauf un petit peu ici, mais quand même, ça quand même, voilà, ici c'est FTX, donc on pourrait dire que c'est quelque chose à part. Donc pourquoi pas, j'entends ces arguments. Mais voilà, en vrai, argumenter qu'il y a un bottom ici, franchement, moi je dis pourquoi pas. Je veux bien prendre en compte, je veux bien écouter. Donc voilà un petit peu, voilà, c'est à prendre en compte. Mais je sais plus exactement ce que je disais. Je crois que je disais que voilà, on peut dire qu'on peut se prendre une correction à moins, voilà, moins 60, ouais, même 50 000. En vrai, ce serait beaucoup moins profond que les autres. Ça ferait seulement à moins 60%. Alors après, on peut dire oui, les institutionnels, bah peut-être que ça fait plus de pression acheteuse. Saylor, entre les deux, il a accumulé beaucoup de BTC. Peut-être que ça soutient les prix, il continue d'accumuler des BTC. Ça encaisse un peu la pression vendeuse. Ben, pourquoi est-ce qu'on ferait tout le temps des corrections de moins 80%? Avant BTC, voilà, et là ça a passé 1 trillion de market cap. Avant c'était un tout petit actif, ben, normal qu'on fasse des corrections plus profondes. Donc moi j'entends cet argument. Et je me dis pourquoi pas. Donc voilà. Mais on peut très bien faire plus. Faut quand même y être préparé. Quoi dire de plus? Qu'est-ce que j'avais noté? Logiquement, si on refait mai 2022, on devrait aller aux 40 000. Oui. En fait, si on veut jouer le scénario de 2022, ben on aurait fait une correction à moins 77%. Et si on reporte ça à partir du top, si on se dit qu'on fait une correction aussi profonde, ben ça fait à peu près aux 40 000. En vrai, ce serait plutôt vers les 30 000 en fait. C'est pour ça que j'ai supprimé ce... Non, ouais, ça on oublie. En fait, j'ai supprimé ce truc. Ce serait plutôt aller aux 30 000. Donc ça nous mène vers le troisième scénario, qui est BTC touche les 30 000 $. Ça pour moi, ce serait un peu le cas Black Swan en fait. Ce serait, bah en fait ici on avait FTX, bah là ce serait on aurait un Black Swan possible, enfin qui arrive. Voilà, le truc des Black Swan, c'est qu'on peut pas les anticiper normalement. On peut pas vraiment les intégrer dans notre stratégie parce que la définition d'un Black Swan, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Donc voilà, à la limite, on peut se dire, bah si ça baisse plus, au moins je suis protégé. Mais en vrai, aller plus loin que ça, c'est un peu compliqué. Parce que le but d'un Black Swan, c'est que tu ne peux pas l'anticiper. Donc tu peux pas te hedge, tu peux pas vraiment te préparer. C'est ça le problème des Black Swan en fait. Donc voilà, ce truc de Black Swan, à prendre avec des pincettes. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons qu'il y ait une vague de baisse supplémentaire, et bah je veux être protégé, je veux l'avoir prise en compte. Et voilà, être protégé en quelque sorte. Et donc, comment est-ce que, voilà, dans quel cas je vois ce scénario arriver? Bah, je me dis en fait, s'il y a une grosse perte de confiance sur BTC, s'il y a une perte de narrative, sur les narratives de BTC, elles sont, bah, quand ça monte, c'est trop cool, c'est une réserve de valeur. Quand ça descend, c'est un actif spéculatif et à risque. Donc ça varie pas mal. Je pense qu'à long terme, quand même, les gens voient le potentiel. Mais voilà, ça peut que le sentiment se détériore au fur et à mesure que ça baisse. Et en fait, on pourrait très bien arriver là. Et moi, ce que je vois, en fait, c'est que je me dis, bah, alors on se met à faire un range. Et en fait, bah, si on veut compléter un scénario comme en 2022, bah, il manquerait une dernière vague de baisse. Donc après, à voir si elle arrive ou non. Ça, c'est pas trop notre but d'anticiper ça. On veut juste être préparé. Et on veut créer des stratégies qui sont profitables, même si ce scénario arrive. Qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, on veut qu'elle soit profitable. Donc si jamais ce scénario arrive, voilà, on arrive à ici et il nous reste une dernière vague de baisse. Moi, je verrais bien un truc un peu comme ça. Hop. Non, attends. Non. On aurait une grosse baisse comme... Alors, comment est-ce que ça pourrait se faire? En fait, ici, on a eu voilà, ici un gros range, hop, on a aussi un petit peu, on est resté sous les moyennes mobiles. Ensuite, ici, hop, quasiment en une candle, ça fait. Donc,
Ici, c'est-à-dire qu'on serait sur les 50 000. On serait arrivé sur les 50 000 ici. On aurait bien une vague de hausse ici qui serait bien remontée. Donc un truc hop, hop, comme ça. Et tout d'un coup, après, hop, on commence à descendre, hop, on revient un peu sur le même niveau. Et après, tout d'un coup, bam. Alors, en fait, ce truc, c'est qu'on est en log, voilà. Un truc un peu comme ça. Et ça, pour moi, ce serait le bottom ultime, vraiment. S'il y a une bonne opportunité pour acheter, celle-là, je pense que c'est la meilleure pour extrêmement longtemps, hein. Si on arrive à 30 000, ça ferait... Enfin bref, ce serait un truc de ouf. Donc je pense beaucoup de zones d'acheteurs ici. Et on compléterait du coup une correction de à peu près moins 75%. Voilà, donc parce que si on regarde, on avait dit 86, je crois 83, après ici 77. En fait, à chaque cycle, on fait des corrections qui sont un petit peu moins profondes. Donc même si on a fait 77 ici, 75 pour moi ça me paraît pas mal. Un gros support, un gros chiffre rond des 30 000. Vraiment très intéressant. Moi personnellement, je ne vois vraiment pas aller plus bas. Ça m'étonnerait vraiment qu'on aille plus bas. J'ai déjà du mal à imaginer qu'on y aille. Après, voilà, on est quand même en guerre. Le pétrole qui est à plus de 120. Enfin bref, ça peut partir dans des trucs complètement incontrôlés. Et les marchés, ils aiment pas trop toute cette incertitude, pardon. Donc, à prévoir, à garder en tête. Mais je pense que moi, le scénario principal que je joue, c'est d'abord un retour vers ces 50 000. Et j'ai du mal à imaginer qu'on ne rebondisse pas sur ces 50 000. Vraiment, j'ai du mal à imaginer. Voilà, on peut aller un peu en bas, un peu en dessous. On peut aller à 48 000, on peut aller à 45 000. Mais je pense qu'après, on aura un rebond qui nous ramènera au-dessus, si jamais ça arrive. Et maintenant, le truc, c'est comment est-ce qu'on fait? Alors, il y aura deux questions. Premièrement, quel genre de stratégie on implémente pour profiter de cette baisse? Genre, pour avoir une stratégie qui fait des profits même si ça baisse. Première question. Deuxième question, comment est-ce qu'on fait si jamais ça monte à partir d'ici? Voilà, parce que on pourrait très bien se dire, ici c'est le bottom, voilà, on descend ici, on s'en fout, on est dans un range, mais on casse le range par le haut, hop. Et ça, on voit pas l'avenir, ça peut très bien arriver. Voilà, donc faire un petit cours là, ça aussi comme ça, hop, on monte comme ça. C'est largement possible. On voit pas l'avenir, enfin moi en tout cas je vois pas l'avenir. J'ai envie d'être préparé si ça arrive en fait. Là j'ai un biais baissier. Si ça baisse, et en fait ce serait le meilleur scénario pour moi, ce serait le scénario où je ferais le plus d'argent. Maintenant, si ça monte, je veux pas me dire que j'ai raté le bottom et que ça c'était une excellente opportunité d'investir et que j'ai investi zéro. Je veux pas que ça arrive, en fait, parce que ce serait trop dur mentalement de me dire ah ouais, j'aurais pu investir là, maintenant on est remonté, si je rachète maintenant et que ça redescend. En fait, on se met à trop réfléchir et on est dans un trop mauvais mindset en fait. Moi, personnellement, je connais mes biais. Et je sais que si on monte et que j'ai pas acheté au moins un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu ici, j'aurais trop du mal à acheter ensuite. Et ensuite, même si ça monte, en fait, j'ai envie de me dire, je profite un petit peu de la hausse en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre des petites positions sur BTC et j'ai une position de LP qui tourne. Cette position de LP, c'est sur 2 tokens sur lesquels je crois dans les 5 prochaines années. Et cette position de LP, elle va venir accumuler ces 2 tokens. Donc, plusieurs choses. Première chose, si vous ne savez pas ce que c'est une position de LP, j'ai une formation gratuite. Donc il y a le lien en bas, vous rentrez votre nom, votre mail et vous la recevez par email. Dans cette formation, vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour le liquidity providing, pour débuter en liquidity providing. Et vous allez même apprendre, moi je vais même un petit peu plus loin, je vous partage la stratégie DeFi que j'utilise. Donc en fait c'est une sorte de crédit lombard où vous utilisez vos actifs, vous débloquez de la liquidité supplémentaire et cette liquidité supplémentaire vous l'utilisez pour générer du cash flow. Et donc quelle opportunité de cash flow j'utilise? Moi j'utilise le liquidity providing, donc c'est ce que j'enseigne dans la formation. Vous aurez toutes les informations pour débuter, pour créer des stratégies, pour faire un petit peu ce que je fais dans cette vidéo. Et du coup, pour faire profiter, pour apprécier votre capital.
Et ça, c'est la stratégie DeFi que j'utilise, moi, sur mes wallets privés. Donc vraiment, il y a plein de valeurs dans cette formation. Et tout est dans la description. Voilà, ça c'était la première chose. Maintenant, deuxième chose, j'ai oublié ce que c'était la deuxième chose. Bon, c'est pas grave, on continue. Donc deuxième chose, je veux pas être laissé... Oui, donc deuxième chose, donc, c'est sur des tokens que je crois sur le long terme. Et en fait, j'ai une position de LP du coup qui va accumuler ces actifs. Donc ces actifs, en fait, si le marché il monte, mais en fait ces actifs ils vont monter aussi. Donc en fait c'est cool parce que non seulement j'en accumule, parce que c'est ça une position de LP, en fait ça va sans que vous investissiez de capital supplémentaire, juste parce qu'il y a des gens qui achètent, qui font du volume, vous prenez un frais sur ce volume, et ces frais vous les prenez dans le token dans lequel vous avez déposé de la liquidité, et du coup vous accumulez ce token un peu automatiquement. Moi j'ai fait ça avec 2 tokens sur lesquels je crois sur le long terme. Et du coup, cette position, elle va venir accumuler de plus en plus de tokens, mais du coup, je hold ces tokens dans la position. Du coup, c'est très intéressant parce que si le marché monte, et ces actifs vont monter et en plus, j'en accumule. Si ça baisse, c'est pas très grave parce que ça baisse, voilà, ça baisse un petit peu. Mais sur le long terme, je sais que dans 2, 3, 5 ans, j'aurai forcément un moment où je pourrai exit et qu'on retournera vers ces zones de prix. Donc je sais vraiment qu'il y a très peu de chances que je sois perdant. Évidemment, ça peut arriver, mais je me dis, moi en fait, actuellement, je dois avoir 15% de mon portefeuille qui est exposé, et cette position, elle tourne, elle accumule toute seule. Si c'est pas en profit tout de suite, c'est pas grave, je peux être patient, il n'y a pas de problème. De mon côté, je suis totalement serein, et en fait, si ça baisse, j'ai encore 75%, même plus, pardon, 85% de mon portefeuille qui est en stable. Donc franchement, très serein si ça descend. Je ferai plus d'argent sur un rebond qu'autre chose en fait. Donc voilà, si ça monte, j'ai un peu de BTC, j'ai cette position qui tourne, et si ça descend, ok, mes BTC ils perdent en valeur, ma position elle continue d'accumuler des actifs. Pendant tout le bear market, je vais accumuler ces actifs, c'est très intéressant pour moi, parce que pour moi c'est des alts qui peuvent monter beaucoup sur le prochain cycle. Donc en fait, elle accumule cette position, elle accumule toute seule en fait, et même si elle perd un peu en valeur aujourd'hui, demain ça vaudra plus. En tout cas, c'est ma conviction. Donc voilà comment est-ce que je me hedge. Je ne lis pas l'avenir. J'aimerais bien être super fort en trading, mais voilà, c'est pas mon cas. Des fois j'ai un biais haussier, ça monte, ça baisse. Des fois j'ai un biais baissier, ça monte. Je me dis, j'ai envie au moins d'être un petit peu exposé au cas où je me trompe en fait. Donc voilà, ça c'était en fait le 4e scénario. On a BTC qui va toucher un peu les 80 000 $, qui repart haussier. Et en fait, dans ces cas-là, j'aurai le temps de voir venir, je profiterai un petit peu de la première hausse. Et en fait, le but, c'est de voir s'il y a un repli, s'il y a une psychologie qui s'accompagne, si les fondamentaux accompagnent le prix, la psychologie aussi, les gens ne sont pas spécialement euphoriques, on a des fondamentaux qui commencent à se retourner, un prix qui commence à se retourner, voilà, sur un petit repli, on commence à reprendre des positions, et petit à petit, on se réintègre au marché, on re-rentre dans le marché. Et en fait, le but, c'est... moi, en fait, pourquoi j'ai un biais qui est un peu baissier quand même, c'est que sur chaque bear market, on a eu ce truc de range ici. Et à chaque bear market, on a eu un peu ce range un peu ennuyant où il se passait pas grand chose. Là, c'était pas trop le cas en fait. C'était pas trop le cas. On n'a pas vraiment eu ce range. On a eu un range, mais c'est pas un range de capitulation pour moi. C'est pour ça que je me dis, il y a quand même des chances qu'on aille un petit peu plus bas. Et en plus, le gros de cette hausse ici, c'était Saylor qui s'est mis à acheter un peu à fond, parce qu'il a augmenté son yield sur ses BTC. Donc voilà, il y a quelques personnes, ça a fait un peu une pression acheteuse un peu artificielle pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai ce biais baissier aujourd'hui. Voilà. Mais je peux me tromper, et ce sera pas très grave pour mon portefeuille non plus. Voilà, donc maintenant qu'on a un peu tous ces scénarios, comment est-ce qu'on crée une stratégie de LP qui profite de tous ces scénarios? Donc premièrement, on a notre hedge au cas où ça monte. Donc on a un petit peu d'actifs. Deuxièmement, moi, si je devais faire une stratégie la plus safe possible pour
me protéger du pire scénario possible, qui est si on arrive à 30 000 $. Ce serait un petit peu tragique. Mais ce serait de mettre une stratégie de LP en fait sur tout ce range-là. Et en fait, ça va être intéressant pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, voilà, là je l'ai mis à 68 000, donc au prix actuel. Vous pouvez décider de le mettre vers 62 000, vers 58 000. Vous pouvez, voilà, après c'est à vous de décider en fait. Plus votre range sera large et moins vous allez avoir de rendement. Plus il sera serré et plus le capital que vous avez investi dedans, que vous avez placé dedans, plus il va travailler. Voilà. Si ça n'a pas trop de sens, je vous invite à regarder la formation gratuite en description. Et tout ça, je l'explique en détail. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce genre de stratégie, c'est qu'elle va agir comme une sorte de DCA. Mais pour moi, c'est beaucoup plus puissant que du DCA. Parce que quand les prix... En fait, ici, on va mettre que des USDC. Et quand les prix vont se mettre à descendre ici, donc dans cette zone ici, par exemple, en fait, nos USDC, petit à petit, vont être convertis en BTC. Parce qu'ils vont servir de liquidité aux gens qui vendent. Donc si les gens vendent leur BTC, d'où on va les racheter, et petit à petit, nos USDC vont être convertis en BTC. Et sur chaque achat et vente, donc ici, ici les gens vont vendre, ici ils vont acheter un peu, ils vont vendre, ils vont acheter un peu. Voilà, et même ici on peut voir, ils vont acheter un peu, vendre, acheter, vendre. Donc sur chaque échange qu'il y a, en fait, nous on récupère une petite partie qui va servir, qui sous forme de frais, c'est des frais de trading, donc voilà, la pool elle peut prendre 0,05% du volume, et ça va à ceux qui ont déposé de la liquidité. Et ça peut représenter beaucoup de montants, surtout sur les crashs comme ça, où il y a énormément de volume. Ici les volumes sont énormes, et vraiment les rendements sont assez intéressants. On parle de pour moi plus de 50% APR. Ici j'arrivais à avoir des rendements de plus de 50-100% APR largement. Voilà, donc ça vient pas sans risque évidemment, c'est intéressant si vous êtes bullish à long terme sur BTC. Mais du coup, ce qui est super intéressant avec ça, c'est que ça va agir un peu comme une stratégie de DCA, où plus le prix baisse, plus vous allez avoir de BTC, et en plus de ça, vous gagnez des frais. Donc les frais que vous gagnez, c'est en plus du capital investi. C'est juste les traders qui vous donnent des frais parce qu'ils vous payent, ils payent pour la liquidité que vous fournissez. Donc du coup, si on arrive à ici, en fait, ici, vous vous retrouvez avec beaucoup plus de BTC que si vous avez acheté ici, ou même que si vous avez acheté ici. Et en fait, la taille de votre range, ça c'est un petit point supplémentaire, mais plus votre range est large, donc si on a ce range-là, et qu'on atteint les 30 000 $, on va avoir un prix moyen autour des 50 000 à peu près. Si on met notre range un peu plus serré, en fait, on va acheter sur toute cette zone, donc à partir de là jusqu'à ici, et on va avoir un range qui fait, donc voilà, qui fait 50%, et avec un prix moyen de 43 000 $. Donc voilà, la taille de votre range, ça va aussi jouer sur ça. Et voilà, c'est à peu près ça la stratégie. En fait, c'est une stratégie qui est assez safe, et qui va vous permettre non seulement d'accumuler petit à petit, en plus c'est surtout intéressant si on fait des ranges comme ça c'est des moments où vous allez avoir des BTC et des USDC gratuitement, parce que c'est juste les traders qui vont vous payer. Donc c'est pour ça que moi le DCA c'est quelque chose que je trouve, la LP en mode DCA c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Voilà. Donc moi, face à ces scénarios, c'est les stratégies que je mettrai en place. Enfin, c'est les scénarios que je vois et la stratégie que je mettrai en place. Si vous voulez aller plus en profondeur et avoir plus de stratégies, ça c'est la stratégie qui est la plus safe possible. Si vous voulez voir comment prendre un petit peu plus de risques, comment un peu ajuster cette position avec votre profil de risque, ou alors comment créer des stratégies peut-être un petit peu plus complexes qui sont un petit peu plus avancées. Ça, c'est vraiment la stratégie débutante de base. Et j'en parle dans ma formation gratuite, donc avec le lien en description. Et j'explique un peu ce que c'est la LP, ce que c'est, comment faire des stratégies un petit peu plus avancées. Donc je vous invite vraiment à aller dedans. Et en plus de ça, je parle de ma stratégie DeFi, comment intégrer la LP dans son portefeuille, et là vraiment ça débloque le potentiel de votre portefeuille. Vraiment, si vous connaissez pas trop la DeFi, si vous connaissez un peu le crédit lombard et tout,
et que vous savez pas trop comment l'implémenter en crypto, bah, franchement, allez voir la formation, elle est super intéressante et c'est vraiment ce que j'utilise moi perso en privé, donc sur mon portefeuille personnel. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Vous avez vu un peu tous mes scénarios, comment moi je gère le marché. Voilà, et je vais pas faire le Nostradamus, je ne vois pas l'avenir. Et vous l'avez vu en direct, comment est-ce que je fais pour gérer un peu ce risque, en fait, gérer un peu cette incertitude. Moi, mon objectif, c'est pas d'acheter le bottom, je m'en fiche, c'est juste de faire travailler mon capital et de le faire travailler avec, en fonction de comment le marché bouge. Et tout simplement, j'attends d'avoir j'essaie d'identifier un peu des gros supports, des grosses résistances, et un peu de jouer avec ça, de laisser le marché bouger et d'avoir des positions qui génèrent du cash flow tout le temps. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà assez longue. Et je vous dis à bientôt.